les trois ici, on a un petit peu sursauté hier quand on a lu un texte dans la presse de Philippe Mercure. C'est une chronique. Donc, les chroniques se passent parfois de la déontologie journalistique. On peut tourner un peu les coins ronds. C'est-à-dire qu'on peut apporter un point de vue sur point les de vue, choses. mais c'est ça. Mais on ne devrait pas tourner les coins ronds, justement. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un texte sur les faits, une étude qui a été menée en Montérégie et en Estrie par Mélissa Généreux, notamment de l'Université de Sherbrooke. Et on a posé 14 questions aux gens de la région, à 2000 personnes, soit dit en passant, autant en région que dans les centres urbains. On leur a posé des questions sur leur rapport à l'immigration et 78% des répondants disaient que, selon eux, les immigrants n'en font pas assez pour s'intégrer. En fait, ils devraient adapter leur mode de vie davantage à celui qu'on remarque ici. Ouais. Et en tout cas, ça, c'est le point de départ, mais disons que Philippe Mercure voit ça, en profite pour faire peut-être un jugement de valeur sur le Québec. C'est la façon dont lui traite de ce sujet-là qui m'intéresse. L'interprétation qu'il en fait, puis la façon dont il aborde la chose. Je trouve que ce texte, puis je vais expliquer pourquoi, est un cas d'école vraiment qui illustre parfaitement ce que c'est que un penchant idéologique très fort dans le regard qu'on porte sur des choses. Et cette idéologie dont on parle ici, elle est importante aujourd'hui dans notre société. Là. Il y a plusieurs faits de société, de nouvelles, de statistiques, de cas de politique qui nous rappellent qu'on vit sous cette idéologie-là. Paul Saint-Pierre Plamondon parlait du régime il n'y a pas si longtemps. Elle est au cœur de ce régime, du régime donc idéologique canadien, le multiculturalisme, et puis plus largement, on pourrait parler de cette façon qu'on a de placer sur un piédestal ce qu'on appelle la diversité comme étant ce qui viendrait nous sauver, hein, nous qui sommes un peu par défaut toujours suspects ou à l'article de tomber dans le racisme et la xénophobie et l'exclusion et tout ça. Alors ici, Mercure, plutôt que simplement rapporter cette nouvelle-là et à dire, par exemple, il pourrait dire qu'est-ce que ça veut dire au juste, comment se fait-il qu'on en est là, il adopte le point de vue idéologique. Donc, il traite de cette question-là en s'adressant à des experts en radicalisation et en extrémisation. C'est quand même quelque chose. Oui. Donc, en partant, là, il psychiatrise et psychologise l'ensemble des répondants du sondage, qui sont quand même 2000. Donc, c'est un bon échantillon. On peut 78% du 2000, c'est ça. Exactement. Parce que le 22, ça, c'est normal. Mais bref, c'est pas un sondage auprès de 140 personnes. Là. C'est un sondage qui a une certaine assise. Et là, bien évidemment, tout le texte est à l'avenant. Donc, comment se fait-il que nous nous radicalisons ainsi? Toutes les questions habituelles, toutes les suspicions habituelles sont soulevées sur l'état d'esprit des gens. Comment pourrait-on faire pour désamorcer ce dangereux... on parle de pente glissante, hein? Donc, certains des experts cités, entre guillemets, cités dans le texte, disent « Mais ça, c'est pas en soi... » xénophobe ou raciste, mais c'est mettre le pied sur la pente dangereuse qui peut mener à ça. Alors que, quand on y regarde de plus près, c'est un peu normal. Peut-être que les gens qui ont cette perception-là, que les immigrants en général n'en font pas assez, se trompent. Mais on peut comprendre qu'ils se trompent lorsqu'on est à une période où il y a un très fort mouvement migratoire. Donc, il y a autour de nous, beaucoup dans les centres urbains, mais pas seulement, désormais, des immigrants en nombre appréciable qui ne sont pas encore intégrés. C'est normal, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Dans certains cas aussi, ils sont membres de communautés qui sont un peu plus réfractaires à nos valeurs, qui sont davantage venus ici pour le confort matériel et la paix, et ainsi de suite. Alors, c'est peut-être simplement normal qu'on ait cette impression-là un peu partout au Québec. Et cette nouvelle-là de ce sondage, cet article de Mercure, je les mets en parallèle avec une autre nouvelle qui est sortie ces derniers jours. C'est cette histoire d'une mosquée à Regina, en Saskatchewan, qui, désormais, est autorisée à faire un appel public à la prière. Elle ne l'est plus, mais... Là, il y a eu contestation. C'était seulement le vendredi. Oui, mais ils aimeraient recommencer le mois prochain, ils disent. Oui. Là. Alors, au nom de la diversité, de l'idée de faire connaître la mosquée, du vivre ensemble et tout ça, c'était les mots même là, de l'imam. Il parlait mais les donc phrases clés, en fait.
Oui, c'est ça. C'est des phrases clés. Les phrases clés habituelles de l'idéologie. Et là où on voit que la boucle est bouclée, c'est que suite à cet événement, donc l'appel public à la prière, les gens de la mosquée et peut-être aussi les politiques des environs, j'en sais rien, ont reçu une volée de courriels et de commentaires plus ou moins élégants, on va le dire poliment comme ça, sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et là, la police a décidé d'enquêter là-dessus parce que grâce à la nouvelle loi C9 qui élargit la notion de propos haineux en contexte notamment en ligne et autres, la police peut désormais se pencher là-dessus. Alors là, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que on procède à une immigration très, très forte, qu'on encourage à se communautariser et à garder sa culture et à la mettre en parallèle avec notre culture à nous et non pas à tâcher, à travailler à s'y fondre tranquillement. Puis là, ensuite, lorsque, surprise, il y a des gens qui font le constat d'une intégration pas aboutie, là, on envoie la police. Alors, évidemment, tout ça, on vit vraiment dans un dispositif idéologique et je pense qu'on s'en rend pas compte au quotidien. C'est-à-dire que tu dis, on regarde les conséquences qui sont, puis l'impact, puis les réponses à des phénomènes qui sont parfois, disons, à dénoncer, là, parce que là, tu as parlé de commentaires inélégants, mais il y avait aussi des menaces. Oui, je cautionne pas ça. Mais il y avait aussi des menaces. Donc s'il y a des menaces, puis là, on dit, regardez, il y a des menaces, donc forcément, la violence vient d'un côté, mais on regarde pas, elle est une réponse à quoi? Exact. Et ça serait peut-être plus productif, si on veut véritablement mener une discussion publique, d'essayer de s'intéresser au point de vue des deux côtés. En effet, et de rappeler, là je vais aller peut-être plus d'un côté que de l'autre de ton point de vue, mais que c'est correct d'être chez soi, dans son pays, et de penser que sa culture, ses références, son histoire doivent avoir préséance, puisque, ma foi, on est chez nous et puis on n'est pas complètement déraciné. Tout simplement. Nick, as-tu un espoir ou enfin penses-tu qu'on peut changer éventuellement de logiciel? Tu sais, tantôt, je disais, c'est génial dans le sens que c'est vrai que ce texte-là, ça reflète complètement cette idéologie, tu parlais de multiculturalisme, de biais, il faut toujours qu'il n'y ait jamais d'enjeu. En lien avec l'immigration, il faut que toujours le discours, en tout cas, moi, c'est mon impression, il faut toujours que ce soit positif dans la façon d'en parler. Puis dès qu'on soulève des enjeux, non pas contre les individus, mais contre certains enjeux, que ce soit sur les services, sur l'adaptation à la culture, aux mœurs. Ça ne peut que venir d'un biais dangereux. C'est ça. Là, c'est comme si c'était forcément négatif. Penses-tu qu'on peut se sortir de ce logiciel-là? Alors, tu poses la question, au fond, de l'origine de ce logiciel-là. D'où ça vient? Comment ça se fait qu'on en est là? Parce qu'il faut comprendre ça si on veut espérer, pour ceux, en tout cas, qui espèrent en sortir un jour. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est-à-dire que l'Occident est rentré là-dedans pour toutes sortes de raisons. Après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, la Shoah, les horreurs qui ont été commises, le sentiment de culpabilité qui est venu avec ça. Mais il y a d'autres éléments que plusieurs essayistes et chercheurs mettent en exergue. Tu as notamment la baisse de la pratique religieuse dans le monde, disons, de culture chrétienne en général, qui a donné quoi? Bien, qui a fait en sorte que le logiciel, justement, culturel qui venait avec la religion est désormais libéré de tout cadre, de toute contrainte. Alors, autrefois, ça s'appelait la religion. Donc, on gardait ça quand même dans le périmètre du religieux, puis on comprenait que c'était pas nécessairement à appliquer au quotidien, en tout temps, de toutes les façons possibles et imaginables. Et aussi, dans la religion, il y avait une forme quand même d'équilibre. Tous sont pécheurs, mais tous sont rachetables. Là, désormais, nous sommes juste tous pécheurs tout le temps, à l'infini, et on ne peut jamais se racheter. Il faut toujours faire battre sa coulpe, s'auto-flageller, présumer que nous sommes coupables. Dans ce cas-ci, c'est de racisme et tout ça, et le reste. Et puis le troisième élément peut-être important, c'est ce marxisme qui a beaucoup pris les intellectuels, les universitaires, qui s'est muté. Le marxisme, à l'origine, c'était la lutte des classes, les travailleurs contre les patrons. Bien là, quand les marxistes ont vu que les travailleurs ne votaient pas avec eux, puis ne voulaient pas faire la révolution avec eux, ils se sont tournés
vers l'autre avec un grand A. Un autre prolétariat. Les minorités, les immigrants et ainsi de suite. Et on les incite beaucoup aujourd'hui, ces immigrants, ces minorités, à se sentir mal dans la société. En tout cas, on est une méchante gang de radicalisés si on se fie à 78 Oui. cette affaire-là. On est au chaud, on est bien, hein? Il fait pas frais. Hey, en une minute, les artistes québécois qui se produisent à la Fête du Canada. Tu me tends un piège. Ben non, c'est toi qui t'as le temps toi-même. Je le sais, je l'avais mis en troisième en espérant qu'on n'ait pas le temps d'en parler. Mais non, quand on même. a une minute. Oui, Une minute. ben écoute, tu sais, qu'est-ce qu'on disait l'autre jour? Les artistes sont des entrepreneurs. Alors, bon. On peut toujours, là je vais être méchant, mais regarder la liste des artistes québécois qui jouent à la Fête du Canada et se dire, voici ceux qui ont peut-être le plus besoin d'argent ou qui sont, bon... Non, c'est payé cher. Ou hein? alors, c'est justement payé cher. Je me suis informé ce matin, mais c'est très opaque, le financement de la Fête du Canada. C'est compliqué. Il y a eu une époque, après le référendum de 95 et sur une bonne décennie où le Canada dépensait massivement. La Fête du Canada coûtait plus cher au Québec que partout ailleurs au Canada, mis ensemble. Et aussi, on dépensait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les Québécois sur la Fête nationale du Québec. Aujourd'hui, c'est un peu semblable parce que pour la Saint-Jean-Baptiste ici, on met des sommes comparables, mais sur 700 événements, à ce que Ottawa peut mettre sur les festivités dans la région d'Ottawa. Là où, par exemple, Pierre Lapointe va chanter, je crois, à moins que je me trompe. Alors, après... Pour ou contre? Ah, contre. Si tu me demandes franchement, mais partez pas après eux, là, allez pas les insulter. C'est juste une fête, c'est pas grave. Mais il y a quand même quelque chose d'incongru dans l'idée d'être un artiste qui chante dans sa langue, dans sa culture, aller célébrer le Canada, un pays qui, historiquement, puis quand je dis historiquement, c'est à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui, est hostile à notre émancipation culturelle et nationale. Donc, c'est assez particulier, mais allez, on mangera de la barbe à papa, puis on boira de la limonade, puis ça va être Bon, bien on se retrouve demain correct. on se retrouve demain à la place du Canada. Moi, j'ai un petit rendez-vous chez un tatoueur tantôt, là. Je me mets ça dans le T'as pas un front. déménagement, Bye-bye. toi? Non, c'est fini. Ciao.